Alors bonsoir, donc pour commencer ces auditions sur le thème de la mobilité, je souhaitais tout d'abord revenir sur les grands enjeux, les grands défis de la mobilité que nous devons prendre en compte lorsque nous dessinons les politiques ou les stratégies de transport à l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire au-delà. Donc, je ne vais pas forcément toutes les détailler, puisqu'il y en a qui font régulièrement la une de nos actualités, hein, santé, public, environnement, économie, mais peut-être revenir sur quelques-unes dont on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément à l'esprit lorsqu'on essaie d'anticiper ou parler des déplacements. Notamment, par exemple, les rythmes de la ville. Il faut savoir que les habitants de Nantes Métropole réalisent la moitié de leurs déplacements aux heures de pointe. Et donc, ça pose toujours la question dans les politiques de transport de savoir où on met le curseur entre optimisation de l'existant et développement de nouvelles infrastructures, sachant qu'on mobilise surtout nos infrastructures pour 6 heures dans la journée, période de pointe du matin et du soir. Aussi des enjeux de consommation de l'espace et de partage de l'espace. On s'intéresse aussi, lorsqu'on parle de transport, à comment on organise l'espace pour réduire nos distances de déplacement, plutôt que forcément tout de suite rentrer par une réponse transport à des questions transport. On peut parler aussi de partage de l'espace parce qu'on a organisé, on a construit nos villes autour de la voiture, et au point que même quand la voiture n'est pas là, on la voit partout. Et du coup, on s'interroge forcément sur la place que l'on peut donner aux autres modes, en partageant notamment la voirie. Ça pose des problèmes de foncière, de stationnement. Un petit chiffre comme ça, si on prend l'ensemble des ménages de l'agglomération nantaise, ils disposent à peu près de 315 000 voitures. Si on prend toutes ces petites voitures et qu'on les met les unes à côté des autres, il faut à peu près 320 hectares pour les stationner, donc à peu près l'ensemble de l'île de Nantes. Aussi anticiper nos futurs modes de vie. Il faut savoir qu'à l'horizon 2040, un habitant sur 3 aura plus de 60 ans. Donc là encore, ça interroge nos mobilités, nos façons de nous déplacer dans le futur. Forcément, aussi des enjeux sur les finances publiques. On parle souvent, on projette souvent le développement de nouvelles infrastructures. Il faut aussi penser à faire en sorte que l'existant fonctionne. Par exemple, le tramway cette année à Nantes avait 30 ans, et avant de forcément penser toujours au développement, c'est surtout s'assurer que les 3 lignes existantes soient en fonctionnement. Et puis aussi, bien sûr, des enjeux sociaux, puisque la mobilité, c'est forcément un lien à l'espace, et donc c'est s'assurer dans les années à venir que les ménages, et notamment les plus dépendants à la voiture, ne soient pas fragilisés, qu'on puisse accéder à une mobilité pour tous. Je rappellerai juste un petit chiffre, une voiture... achat compris, amortissement, carburant, ça coûte à peu près 4 200 € par an pour un objet qui reste 95% de sa vie à l'arrêt. Alors ces défis sont d'autant plus importants sur notre territoire qu'on est sur une métropole dynamique. Nantes Métropole, c'est 600 000 habitants, même un peu plus. Selon la période d'observation, c'est à peu près entre 0,6 et 0,8% d'augmentation par an. 324 000 emplois, plus 1,3% d'augmentation par an. Et tout ça, ça nous donne un nombre de déplacements. Les habitants de la métropole réalisent chaque jour 2,1 millions de déplacements. Alors, la métropole, ce n'est pas une île. Elle est au quotidien en lien avec des territoires voisins. Si on prend l'ensemble du bassin de vie, c'est-à-dire l'ensemble des communes dont les habitants sont en relation tous les jours avec la métropole, là, c'est aussi ce que vous trouvez, on appelle ça aussi aire urbaine. C'est un ensemble, c'est le orange et le bleu. Donc le bleu, c'est la métropole, et les autres communes, c'est cette partie orange. Donc cet ensemble, ce bassin de vie, c'est 114 communes, 900 000 habitants. Et là, c'est plus de 2,1 millions de déplacements, mais 2,7. Donc un gros volume de déplacements, et surtout une hausse de déplacements attendue dans les années à venir. Du fait de l'augmentation de la population, on a des projections à 20 ans de plus de 100 000 habitants, avec un nombre de déplacements stable depuis 20 ans. Alors là, il y a un petit manque, mais on fait à peu près 3,5 déplacements par jour et par personne. Ce chiffre est stable, et donc avec le fait même de l'augmentation de la population, on arriverait rapidement, je dirais, à plus de 100 000 habitants à 20 ans. Ça représente à peu près 350 000 déplacements quotidiens à gérer, en plus de ceux qui sont déjà là à l'horizon de 20 ans. Alors, ce qui est forcément important sur la métropole, et encore plus sur des lieux, je dirais, où l'intensité est plus marquée, notamment la centralité métropolitaine. Alors, pour des besoins, je dirais, un peu statistiques,
On prendra ici la centralité métropolitaine comme l'intérieur des boulevards du 19e et l'île de Nantes. Donc vous voyez, là encore, des forts volumes. On a à peu près 950 000 déplacements chaque jour qui sont en lien avec ce territoire. Ça représente 36% des 2 700 000 déplacements dont je parlais tout de suite, des habitants de l'aire urbaine. 21% sont des entrées-sorties, donc là c'est des flux d'échange, ce sont les gens qui ne sont pas dans le périmètre et qui rentrent, et à l'inversement qui ressort. Et 15% sont des déplacements internes, c'est-à-dire qu'ils ont lieu entièrement à l'intérieur de ce périmètre. Donc de forts volumes et une forte intensité, puisque si on regarde aussi quand se passent les entrées-sorties, on remarque qu'une sur deux, 50% ont lieu aux heures de pointe. Donc de forts volumes, de forte intensité, mais aussi je dirais une plus grande complexité des déplacements, puisque lorsqu'on regarde les différents motifs de déplacement, on voit qu'il faut répondre à la fois à l'ensemble des habitants de la métropole qui n'habitent pas cet endroit et aussi aux habitants de la centralité métropolitaine. Si on n'y habite pas, on y vient essentiellement pour le travail, à 32%, puis pour les affaires personnelles. Alors, affaires personnelles, c'est santé, services, administration. Par contre, si on y habite, on voit qu'on a, je dirais, une répartition, hormis la formation, un peu plus homogène, ce qui est normal, c'est le lieu de résidence, donc toutes les fonctions sont représentées. Mais en tout cas, dans la prise en compte des flux, on voit bien qu'il y a quand même, la notion d'accessibilité et à la fois la notion de service, de mobilité aux personnes qui y habitent. Donc pour répondre à ces grands défis et puis à cette augmentation des déplacements, Nantes Métropole a approuvé en 2011 son 3e plan de déplacement, son 2e plan de déplacement urbain pour être précis, qui a pour but d'identifier différents leviers pour répondre aux enjeux de mobilité et pour assurer, je dirais, à des échéances de 2020-2030, une mobilité plus durable. Alors ici, vous voyez sur la colonne de gauche les parts modales, les parts de marché des différents modes en 2008, lorsqu'on a commencé à élaborer le plan de déplacement urbain, et de l'autre côté, les objectifs attendus à l'horizon 2030. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ça va être un peu long et puis on pourra y revenir plus tard. Juste sur les petits camemberts qui sont la synthèse. En bleu plus clair, c'est le regroupement de ce que nous on appelle les véhicules motorisés individuels. C'est-à-dire la voiture en tant que conducteur, pour faire plus simple et imager la voiture solo, et les 2 roues motorisées. Le bleu plus foncé étant, je dirais, le reste, les modes alternatifs à cette voiture solo. Et on voyait qu'en 2008, le rapport était de 49-51 et qu'à l'horizon 2030 est projeté 33%, 67%, donc un tiers, 2 tiers en faveur, je dirais, des modes alternatifs à la voiture solo et aux 2 roues motorisées. C'est des objectifs ambitieux, mais ces objectifs, c'est surtout la condition qu'on s'est fixée, du moins quand on a étudié, on s'est dit c'est la condition sine qua non pour réussir à 20 ans, à relever les différents défis de la mobilité. Alors, bien sûr, c'est une moyenne. Ces objectifs ont été différenciés selon les territoires, et on voit que pour les habitants de l'intérieur du périphérique, lieu plus fort d'intensité où on a une offre, je dirais, alternative à la voiture aujourd'hui un peu plus conséquente, l'effort sera un peu plus fort puisqu'on sera sur une répartition 75%, 25%, alors que l'extérieur du périphérique, on sera sur du 50-50. Donc on voit bien, si on se projette sur les différents enjeux de la centralité métropolitaine et voire de la métropole, l'enjeu, c'est bien de comment accueillir plus de personnes avec moins de voitures. Alors, le titre d'avant était un peu brutal, c'est surtout moins de voitures solo, parce que, bien sûr, on anticipe forcément l'usage de la voiture, mais c'est aussi comment utiliser, ou en tout cas avoir un autre usage de la voiture que celui que l'on a aujourd'hui. Et pour la centralité métropolitaine, les enjeux, c'est comment accueillir des nouveaux projets, c'est donc comment faire vivre ce cœur, cette intensité, à la fois en établissement, en commerce, en équipement, en habitation, tout en confortant l'accessibilité et tout en assurant aussi une qualité de vie pour les résidents. Donc à la fois l'accessibilité, mais aussi la mobilité pour ceux qui y habitent. Et enfin, bien sûr, qui parle de centralité, parle rôle de la Loire. Alors quand on parle du fonctionnement de la Loire, on pense forcément au fonctionnement horizontal, est-ouest. Donc là, on pense transport fluvial, marchandises, pourquoi pas tourisme. Bon, je ne vais pas forcément développer, on y reviendra plus tard, mais comme il
il y a prévu un franchissement, du moins un débat autour des franchissements, et donc plutôt le côté vertical du rôle de la Loire et de la centralité. Je vais focaliser là-dessus, et c'est ma prochaine diapo. Donc quand on parle de franchissement nord-sud ou sud-nord, il faut revenir un petit peu sur l'histoire, parce que la stratégie de déplacement qui a été mise en place dans la métropole nantaise depuis la fin des années 70 a, je dirais, forcément contribué j'ai perdu mes mots, contribue à modifier, ou en tout cas à nous adapter à notre façon de franchir la Loire. L'idée, c'était, on avait des grandes pénétrantes autoroutières, hein, l'idée étant de supprimer ces grandes pénétrantes autoroutières pour protéger le centre-ville de tous les flux de transit. Avant, et c'est un peu la photo des années 70, hein, on traversait le centre-ville de Nantes. Moi, j'étais pas là et j'étais pas né, mais et il y avait des flux de caravanes au mois de juillet, mois d'août, hein, qui posaient des grands problèmes, et on le voit bien sur la photo là, des cours de 50 otages, 8 fils voitures. Donc l'idée, petit à petit, ça a été de supprimer ces grandes pénétrantes autoroutières et de protéger le centre-ville du transit par la création du périphérique. Alors le périphérique, lui, sera achevé en 94, le pont de Cheviré 91, et Bellevue, après quelques aménagements, ça doit être aussi de l'ordre de la milieu des années 90. Et donc on voit bien qu'on a franchi la Loire différemment. On a franchi la Loire pour transiter, donc passer du nord au sud sans passer par le centre-ville, ou l'inverse, mais on a aussi utilisé le périphérique et les franchissements de Loire pour contourner, je dirais, les différents quartiers, choisir sa porte et rentrer en fait dans les différents quartiers de l'intérieur du périphérique. On a aussi changé petit à petit les modifications les franchissements du bras de Pierremille et du bras de la Madeleine. Au départ, les deux étaient, je dirais, l'entrée pour avoir accès à la centralité, hein, l'entrée sud, la porte entrée sud vers la centralité. Et puis avec petit à petit les projets sur l'île de Nantes, on voit qu'on a une modification. Le bras de Pierremille reste une entrée sud, mais par contre le bras de la Madeleine, on voit qu'il change, en tout cas dans son fonctionnement, puisque c'est plus la relation entre l'île de Nantes et l'intérieur des boulevards qui forment maintenant une seule centralité. Bien sûr, si on parle de répartition, en tout cas de franchissement et de Nord-Loire, Sud-Loire, bon, il y a quelques indicateurs, alors on aurait pu en mettre beaucoup, mais j'en rappelle quelques-uns. Hein. Le Nord-Loire, c'est à peu près 56% de la surface de l'agglomération nantaise, et on voit que c'est 73% de la population et 82% des emplois. Si on focalise un peu sur les migrations domicile-travail, on voit qu'il y a une forte dépendance du Sud-Loire au Nord-Loire. Sur l'ensemble des actifs de la métropole nantaise, 47 200 actifs franchissent la Loire tous les jours. Et on voit sur ces actifs qui ont besoin de franchir la Loire que 69% sont des habitants du Sud-Loire et 31% sont des habitants du Nord-Loire. Ce qu'il faut retenir, c'est que moins d'un habitant du Nord-Loire sur 10 a besoin de franchir la Loire pour aller au travail, alors qu'un habitant sur 2 du Sud-Loire a besoin de franchir la Loire pour aller au travail. Et enfin, pour parler des franchissements, c'est un peu le diagnostic, hein, la situation actuelle, à la fois de l'offre et de la demande. Alors en haut sur la bande, hein, vous avez l'offre actuelle. Si on prend ce qui se passe en possibilité de franchissement entre Anne-de-Bretagne et Tabarly, on est à peu près à un franchissement tous les 600 mètres. Sur la partie ouest, donc Cheviré et les 2 bacs de Loire, ça nous fait à peu près un franchissement tous les 5 km. Et pareil à l'est, hein, entre Pont-de-Vendée, Bellevue, Thoiret et Mauves, on a également un franchissement tous les 5 km. Ça, c'est l'offre. Sur la demande, chaque jour, il y a 640 000 franchissements de la Loire. 3 300 ont lieu sur les bacs, 21 000 ont lieu sur le pont de Thoiret et le pont de Mauves, et on a 620 000 à peu près franchissements qui ont lieu soit sur les ponts du périphérique, soit sur les franchissements centraux. 200 000 sur les ponts du périphérique et à peu près 410 000 sur les franchissements du centre. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà que tout mode confondu, on voit qu'il y a plus de franchissements sur les ponts centraux que sur les ponts les ponts du périphérique. Ce qu'il faut retenir également, c'est que tout mode confondu,
c'est sur les ponts centraux qu'il y a la plus forte augmentation de déplacement ou de demande de franchissement. Ce qu'il faut retenir également, c'est que si là on ne parle plus de tout mode confondu, mais en voiture, on voit que c'est la voiture qui est la plus utilisée, qui est le mode le plus utilisé pour franchir la Loire, que l'on parle des franchissements qui ont lieu sur le périphérique ou sur les franchissements qui ont lieu dans le centre. Par contre, les franchissements voitures, eux, diminuent sur les franchissements qui ont lieu en centre-ville, alors que la voiture augmente sur les franchissements du périphérique. En gros, depuis l'augmentation en fait, de l'offre de franchissement, par exemple la création de Tabarly et du Pont-Sangor, n'ont pas forcément augmenté la demande en voiture. Ils ont augmenté la demande en déplacement, mais ont plutôt entraîné une ventilation du flux voiture, une meilleure répartition sur l'ensemble des franchissements. Par contre, on reportait un peu de trafic voiture sur les ponts de Bellevue et le pont de Cheviré. Et enfin, pour terminer, on voit bien différents enjeux et dans les choix qui vont être faits, quel franchissement, mais à la fois sur le choix d'implantation et le choix même de l'objet de franchissement, on voit bien que ce qui va être important de définir, c'est quel type d'accès on veut privilégier. Est-ce qu'on veut plutôt renforcer des liaisons, je dirais, interquartiers entre Nord-Loire, Sud-Loire, ou alors répondre à des besoins futurs des habitants de la centralité. Prendre en compte toutes les dimensions, mais là je ne développerai pas puisqu'il y a d'autres auditions prévues sur ce sujet. Je passe la main à Eric. Merci. Si vous le permettez, je vous propose de vous emmener faire un petit voyage dans le futur, c'est-à-dire dans les 20 prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se situe en 2030 dans l'agglomération nantaise ? On voit beaucoup de choses qui ont changé et qui se traduisent par la concrétisation des grands projets urbains qui sont aujourd'hui conduits ou qui sont initiés, notamment d'ailleurs en périphérie de la centralité métropolitaine. L'île de Nantes est achevée, les emplois, les habitants, les équipements, le CHU, y sont installés. Le secteur du Bas-Chantenay s'est développé avec les projets d'urbanisation, de développement des activités également. Le secteur de Rezé, Pierremille, les îles, lui-même a trouvé sa vocation avec un confortement du développement de l'habitat et de l'emploi. Et si je résume à ces quelques secteurs-là, sans compter les développements de proximité, y compris d'ailleurs dans le cœur du centre-ville de Nantes, on se retrouve finalement dans un périmètre assez proche, celui dont parlait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire les boulevards du 19e et les abords de la Loire, pour faire simple. On se retrouve à peu près avec 40 000 habitants supplémentaires par rapport à aujourd'hui et à peu près 40 000 emplois supplémentaires. Et puis des grands équipements générateurs de trafic, j'ai parlé du CHU tout à l'heure, les développements des équipements universitaires ou de loisirs ou l'attraction commerciale qui font que de plus en plus de personnes sont intéressées aussi à venir chaque jour visiter et profiter des aménités qu'on offre sur ce terrain de la centralité métropolitaine. L'agglomération se développe, beaucoup dans sa centralité, parce qu'on a là des lieux où on est capable de faire du redéveloppement urbain, mais elle ne se développe pas que dans la centralité. Les secteurs autour, intrapériphériques, vont continuer à se développer. Rezé, Saint-Sébastien, Saint-Herblain, les quartiers Nantes-Nord vont se développer. L'extra-périphérique va continuer à se développer également. Et puis, on l'espère, moins vite que ce qu'on a connu dans les 20 dernières années, eh bien, les secteurs périurbains vont quand même, par inertie, continuer également à accueillir un petit peu plus d'emplois, un petit peu plus d'habitants. Ce que l'on pourra voir certainement aussi dans les 20 prochaines années, c'est le fait qu'on aura sans doute une sorte de rééquilibrage des emplois, un peu plus au sud que ce qu'on a aujourd'hui, en proportion en tout cas, et puis peut-être aussi un peu plus d'habitants, parce qu'on voit bien que la dynamique de l'habitat profite notamment au Sud-Loire. Alors, ça se traduit par un certain nombre de conséquences. Laurent l'a évoqué tout à l'heure, les plus 100 000 habitants dont on parlait, c'est plus de besoins de mobilité, quels que soient les modes de déplacement, à pied, à vélo, en transport en commun et aussi en voiture. Plus de monde qui se déplace, et on le voit, les volumes entre aujourd'hui et 2030, on pense qu'à peu près un petit 20% de déplacements supplémentaires dans notre agglomération seront observés. Mais pas de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que les habitants, les grands équipements
et les emplois seront quand même très centrés en intra-périphérique, près de la centralité de la métropole, et que du coup tout ça est au bord de la Loire, d'un côté ou de l'autre, le nombre de franchissements de Loire, lui, il va beaucoup plus augmenter. 35% dans nos simulations. Comment on fait ces simulations? Je ne vais pas faire un cours sur ce que c'est qu'une modélisation du développement d'une ville et des déplacements de ses populations. Simplement, on se projette sur l'avenir, un peu comme je viens de le faire. On positionne les nouveaux habitants et les nouveaux lieux de développement de l'habitat. On positionne les grands équipements, on positionne les emplois et donc les entreprises associées. Et on regarde comment les gens vont se déplacer compte tenu des infrastructures à leur disposition. C'est comme ça qu'on se projette et qu'on a des chiffres tels que ceux que l'on peut présenter ici. Si on peut regarder la diapo d'après. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, c'est intéressant de voir ces 35 franchissements de Loire supplémentaires, où est-ce qu'ils vont se situer? Eh bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que les franchissements du périphérique, utilisant l'infrastructure périphérique, et notamment le pont de Cheviré et le pont de Bellevue, continuent à augmenter, mais avec un rythme un petit peu plus faible que ce qu'on a connu dans les 20 dernières années, puisqu'on passe à peu près de 210 à 215 000 franchissements par jour, utilisant les deux ponts que j'ai évoqués sur le périphérique. Par contre, ce qui se développe beaucoup plus, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que la ville va plutôt se développer sur elle-même autour de sa centralité, en tout cas c'est tout ce qui est aujourd'hui conduit dans nos projets de développement urbain, on voit bien que ça augmente beaucoup plus. Les franchissements du bras de la Madeleine passent de 240 000 à 370 000 par jour, tout mode confondu. Les déplacements et les franchissements au droit du bras de Pierre-Mille passent de 171 à 310 000 déplacements par jour dans 20 ans. Et puis, les déplacements qui vont transiter toujours à l'intérieur du périphérique, eux augmentent également de 130 à 156 000 déplacements jour. Quand on regarde bien, il ne s'agit pas de retenir par cœur ces chiffres, il s'agit de voir l'ampleur des chiffres. C'est ça qui est important. C'est que nous avons un territoire qui connaît déjà depuis longtemps et qui va continuer à connaître une dynamique de développement. Tant mieux, c'est ce qui permet aussi d'accueillir les emplois de demain, de permettre à nos enfants, nos parents, nos grands-parents de trouver aussi un logement à leur convenance. Bref, c'est aussi ce qui nous permet de voir se développer les services à la population. Donc si on regarde ma petite diapositive d'après, là aussi on regarde encore un petit peu plus précisément ce que ça peut donner, eh bien on s'aperçoit que, pour l'instant, je raisonne tout mode confondu, puis après, je vais regarder à pied avec vous, à pied, à vélo, en transport en commun, en voiture. On se rend compte que les échanges entre l'île de Nantes et le Nord-Loire, notamment, les échanges, c'est-à-dire tous les déplacements dont le point de départ est l'île de Nantes et le point d'arrivée est de l'autre côté de la Loire, côté Nord-Loire, ou dans l'autre sens, dont le point de départ est Nord-Loire et dont le point d'arrivée, c'est l'île de Nantes. Ces déplacements-là, par rapport à aujourd'hui, ils vont être multipliés par 2 fois plus qu'aujourd'hui, dans nos simulations. Le transit, lui, il augmente de manière moins importante, mais quand même 40% de flux de transit via l'île de Nantes. Tout ça, ce raisonnement se fait en l'état actuel de nos infrastructures de franchissement. On a fait un postulat de départ pour se projeter dans notre avenir, où nous avons demain, en 2030, les mêmes franchissements que ceux d'aujourd'hui. Les ponts que vous connaissez. Alors si maintenant je regarde un peu plus précisément, et comment ça se passe à pied, en vélo, en transport, en voiture. Laurent vous a évoqué tout à l'heure que les élus de la métropole se sont donné une ambition, dans le cadre du plan de déplacement urbain, qui est de faire progresser fortement l'usage des modes alternatifs à la voiture. Alors on pourrait se dire pourquoi ils se sont donné cette ambition-là. Eh bien parce que tout simplement, c'est ce qui nous permet de garantir le développement du territoire et son acceptabilité en termes de qualité de vie, à laquelle tiennent particulièrement les Nantais, et ils se sont largement exprimés, vous vous rappelez, dans le débat sur Ma ville 2030, ils tiennent beaucoup à ça, la qualité environnementale, la qualité du paysage, la qualité des ambiances. Ils tiennent aussi à la qualité de l'environnement, à l'enjeu que représentent aussi nos choix en matière climatique. Et donc, ils misent sur le fait que nous soyons capables, dans les 20 prochaines années, de poursuivre et même d'amplifier l'effort qui a été réalisé dans les 30 dernières,
faire en sorte qu'il y ait plus de déplacements à pied, beaucoup plus de déplacements à vélo, puisqu'il s'agit de passer de 2% aujourd'hui des déplacements à vélo à 12% dans 20 ans, continuer la progression des déplacements en transport en commun, qui structurent notre territoire, et puis essayer de limiter l'usage de la voiture. Non pas l'interdire, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de déplacements et beaucoup de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Par contre, l'enjeu, c'est d'offrir des alternatives crédibles pour que tous les autres modes soient utilisés le plus possible. Et qu'ainsi, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture puissent le faire dans des conditions quand même acceptables. Eh bien, si je me projette dans les deux dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, moins de déplacements en part relative, en voiture, plus de déplacements à pied, en vélo, en transport en commun, et une agglomération qui voit son développement autour de la centralité métropolitaine générer beaucoup de besoins de franchissement, eh bien on regarde que pour les échanges avec l'île de Nantes, simplement centrons-nous là-dessus. Vous voyez, en bleu, ce sont les déplacements aujourd'hui que les gens font à pied pour franchir la Loire. C'est pas grand-chose, hein. Demain, c'est tout ça. En vélo, pardon, ça c'est à pied en vélo, pardon, pour les deux. En transport en commun, on double presque la capacité que les transports en commun offriront pour franchir la Loire. Et on s'aperçoit que même la voiture, pourtant la part de la voiture relativement doit baisser, mais vu l'augmentation de la population des emplois, eh bien les déplacements à voiture continuent à augmenter. Ça, c'est pour les échanges entre l'île de Nantes et le reste du territoire. Et puis pour le transit, eh bien on voit aussi que les déplacements à pied à vélo prennent beaucoup plus d'importance, les transports en commun aussi, et par contre le nombre de déplacements physiques en voiture aura tendance à diminuer. Mais donc, aux alentours de 2030, nous devrions avoir sur les ouvrages de franchissement actuels, sinon construit rien d'autre, beaucoup plus de déplacements à pied, beaucoup plus de déplacements à vélo, beaucoup plus de transports en commun, mais aussi plus de voitures quand même. Donc l'équation, elle est simple. Si demain, les ouvrages de franchissement qu'on connaît, le pont de Bretagne, le pont des Trois Continents et les autres, on leur récupère quelques espaces pour élargir les trottoirs pour les piétons, créer des axes structurants en vélo pour les vélos, parce que pour accueillir tous ces vélos-là, il faut de l'espace quand même. Et si on met des transports en commun en site propre là où il n'y en a pas, physiquement, la place qu'on va laisser à la voiture va être réduite. Et donc c'est un problème presque de plomberie comme on les faisait dans les écoles primaires, c'est que si je dois, sur une même largeur de pont et un même nombre de ponts, faire passer beaucoup plus de monde, tout mode, y compris en voiture, j'ai un problème insoluble. Et donc, il nous faut inventer des nouvelles solutions de franchissement. Lesquelles, c'est une étape ultérieure dans le débat, mais simplement, ce que je voulais vous faire partager, c'est le fait que nous avons réellement un besoin d'imaginer les solutions de franchissement qui devront permettre d'assumer le développement de notre territoire et qui devront en même temps respecter toutes les autres formes d'usage que le débat est en train de mettre en scène et qui fondent aussi la nécessité, en tout cas, et l'intérêt de placer la Loire au centre de développement de notre ville. Merci de votre attention. Vous avez indiqué aujourd'hui qu'il y a effectivement 640 000 franchissements qui s'effectuent sur la Loire. On a bien compris que ce nombre de déplacements va augmenter à l'horizon de 2030. Mais pour peut-être mieux appréhender la nature du franchissement qu'il faudrait imaginer, pouvez-vous nous donner les tendances sur le type de franchissement? S'agit-il effectivement de déplacements au quotidien pour les habitants, effectivement entre leur lieu d'habitation, leur travail? S'agit-il plutôt de nouveaux déplacements pour les loisirs, mais aussi pour les personnes venant de l'extérieur et plutôt une visée touristique? Et aussi par rapport au transport de marchandises, sur le transport de marchandises. La semaine dernière, on voyait effectivement lors d'une audition qu'il y avait des solutions, par exemple, autour du barging, du transport des marchandises sur le fleuve, mais pour comprendre si effectivement ça a de la pertinence, quelle est aujourd'hui effectivement la part de ces différents déplacements. D'accord. Alors, c'est
Il y a beaucoup de choses dans la question. Pourquoi on franchit la Loire? On l'a vu tout à l'heure, du moins il y avait déjà des indications sur les motifs, mais lorsqu'on regarde les motifs de déplacement, on voit que le travail, c'est à peu près un quart de nos déplacements, et la formation, ça représente, en fonction du territoire observé, mais on est autour de 15%. Ce qu'il faut regarder, c'est que ces motifs, en fait, ils sont impactants parce que même si au global, sur une journée, je dirais ils ont une part raisonnable, si on regarde à l'heure de pointe, là, ils occupent 2/3 de nos déplacements. Donc c'est pour ça qu'on a, je dirais, on les appelle souvent des déplacements structurants parce qu'ils sont concentrés dans le temps et forcément, ils sollicitent sur une courte période les différentes infrastructures du transport et les franchissements. Pour savoir à peu près, parce que là tout à l'heure j'ai parlé des franchissements notamment pour le domicile-travail des habitants de la métropole, donc je vais faire des arrondis, on voyait qu'on avait à peu près 30 000 actifs habitant le Sud-Loire qui avaient besoin de franchir le Nord-Loire. Bon, si on regarde un peu plus loin, le sud du département par exemple, il faut en fait les actifs du reste du département, du Sud-Loire, hors ceux de Nantes Métropole, c'est également à peu près aussi 30 000 actifs qui franchissent la Loire. Un actif du Sud-Loire sur 2 de Nantes Métropole a besoin de franchir la Loire pour aller au travail. Si on prend le reste du sud du département, on passe à 1 sur 3. Je ne parle pas du Nord parce que là, au-delà du Nantes Métropole, au Nord, là on se retrouve avec même pas un actif sur 20 qui a besoin de franchir la Loire pour le travail. Oui, pour donner quelques compléments à ce que vient de nous dire Laurent. On constate qu'on a une tendance à ce que les déplacements pour les motifs travail, école changent un peu et sont relayés par notamment les motifs loisirs ou autres besoins de déplacement. C'est en lien d'ailleurs avec l'effet centralité d'une grande métropole comme celle de l'agglomération nantaise, où on a dans le cœur de la centralité des équipements qui, encore une fois, d'éducation, certes, de santé, de loisirs, qui touchent une population sur une aire géographique de plus en plus large. Et donc, de ce fait, ils viennent prendre le relais d'une situation qu'on observe dans la variation des comportements de mobilité, notamment pour le motif école et surtout travail. Ce qui nous aide, et ce qui nous a beaucoup aidé aussi d'ailleurs dans ce cadre-là, c'est l'évolution des rythmes de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens ont des horaires variables. Et d'ailleurs, n'ont pas non plus systématiquement à travailler tous les jours les mêmes demi-journées. Le développement des congés, et notamment des RTT, a conduit aussi à ce qu'on ait une variation plus forte que ce qu'on connaissait dans le passé. Et d'ailleurs, la population s'adapte aussi aux conditions elles-mêmes de déplacement qui lui sont proposées. On observe depuis maintenant une dizaine d'années, par exemple, que de plus en plus de gens viennent pour démarrer leur travail, commencent plus tôt ou plus tard, et le soir repartent plus tôt ou plus tard. Pourquoi ils le font ? Pour limiter les risques de perte de temps liés aux conditions du déplacement de l'heure de pointe ou de l'hyperpointe. Donc ces phénomènes sont des vraies tendances que l'on observe et que l'on pense se poursuivre. Vous avez posé la question également des marchandises. Il faut un peu démystifier le poids que représente le transport de marchandises sur l'agglomération. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, c'est un vrai sujet, notamment d'ailleurs sur les émissions polluantes, dont on connaît la nocivité sur la santé humaine, et sur les gaz à effet de serre en particulier, puisqu'ils représentent à peu près 25% de la production de l'ensemble. Mais aujourd'hui, les poids lourds, c'est à peu près 8 à 10% du trafic total sur le périphérique, ni plus ni moins. C'est pas mal, mais c'est en soi que 8 à 10% malgré tout. Et en intrapériphérique, si on regardait sur les bras de Pierre-Mille et les bras de la Madeleine, vous voyez, ça représente moins de 5%, et c'est souvent plus près de 2-3% des volumes de déplacement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, c'est vrai que ce n'est pas l'élément déterminant. Il faut qu'on le traite, et notamment par des solutions nouvelles et d'autres façons de penser l'usage, y compris, vous l'avez évoqué, avec le fleuve, notamment, et le barging, d'autres alternatives, notamment combinées, y compris avec le ferroviaire. Mais c'est ce poids-là que ça représente. C'est-à-dire qu'en soi, le règlement de ce sujet-là, qui est important à faire, ne règle pas la totalité de la question. Petit complément, est-ce que ça inclut, quand vous parlez des poids lourds, le e-commerce, puisque beaucoup de gens maintenant, effectivement, commandent sur Internet, et ça génère évidemment de la livraison.
Alors, d'abord, il y a une vraie explosion du e-commerce, clairement. Et on sent que le potentiel de développement du e-commerce est encore très élevé et très fort. Il est porteur d'intérêts, mais de problématiques, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cas, c'est à peu près 40% des cas, où le livreur ne trouve pas la personne au moment où elle vient livrer son colis. Et donc, ça veut dire qu'elle refait un deuxième passage, quand ce n'est pas un troisième. Quand elle ne vous laisse pas un papier à la fin pour vous dire venez le chercher parce que finalement... bon. Donc c'est un vrai souci parce que du coup on voit bien qu'on a inventé un modèle qui offre une simplicité pour le citoyen mais qui génère son propre système un peu pervers d'augmentation comme ça des mouvements. Donc c'est un sujet qui est encore marginal hein, parce qu'aujourd'hui je regarde mes chiffres mais c'est à peu près... combien? C'est 300 000. Attendez, je cherche pour ne pas dire de bêtises. C'est 5% des actes d'achat et on considère qu'il y a à peu près 1,2 million à 1,4 million actes d'achat par semaine dans l'agglomération. Et donc vous voyez, le poids que représente le e-commerce reste à ce stade encore relativement modeste. Mais on sait qu'il va progresser. Ça veut dire qu'il faut qu'on invente cette façon de répondre à la question, y compris, par exemple, on a fait une petite expérience qui marche hein, ici à Nantes Métropole et qu'on veut dupliquer à l'échelle d'ailleurs des entreprises, notamment celles qui ont signé un plan de mobilité, c'est qu'on permet aux salariés de se faire livrer sur le lieu du travail. Comme ça, on est sûr qu'ils y sont et que le soir, en repartant, ils prennent le colis, ils rentrent chez eux. Donc ça évite des mouvements complémentaires. Et ça permet aux transporteurs de grouper, plutôt que d'aller chez chaque domicile de chaque personne, de grouper les lieux où ils vont livrer 15 colis à la fois, plutôt que de faire 15 actes de livraison. Donc c'est des sujets comme ça sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est vraiment émergent. On est au début du sujet. Ok, merci. On va en venir un peu à la prospective, donc aux projections que vous avez faites tout à l'heure. Et vous avez donné des objectifs en termes de montée en puissance des différentes mobilités, et notamment des mobilités alternatives. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les internautes qui suivent le débat et qui, effectivement, s'expriment beaucoup sur ce sujet-là. Ce qu'on retient de ce que vous avez dit, c'est qu'on est sur du volontarisme, c'est-à-dire c'est des objectifs affichés, mais comment est-ce qu'on prend en compte la réelle évolution de ces mobilités alternatives? C'est-à-dire, j'imagine que vous les suivez et que vous êtes en mesure de... je veux dire, de constater si c'est en phase avec l'objectif qu'on s'est donné ou pas. Et puis j'ai une petite question annexe. Dans une des diapos qui a été présentée, bizarrement, les gens du Sud-Loire marchent moins que les gens du Nord-Loire et font moins de vélo que les gens du Nord-Loire. Alors est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Je vais commencer par la dernière question. C'est pas qu'ils font moins de vélo ou qu'ils marchent moins, c'est parce que pour franchir la Loire, ils ont plus de distance à faire. Quand on vient du Sud-Loire, d'abord souvent quand on vient du Sud-Loire, beaucoup des déplacements qu'on fait quand on franchit la Loire, c'est pas pour s'arrêter sur l'île de Nantes, c'est pour continuer à aller de l'autre côté. Donc c'est que les déplacements à pied sont sur des distances importantes. Et on sait qu'à pied, au-delà d'une certaine distance, on perd les piétons et on retrouve plutôt, alors si c'est bien les vélos, parfois les transports en commun et de temps en temps la voiture. C'est ça l'élément fondamental. Alors que quand on est sur l'île de Nantes, souvent, le lieu du déplacement, il est de l'autre côté et tout proche. C'est le centre, dans les deux sens. Donc du coup, le déplacement est plus court et c'est la raison pour laquelle la part des vélos et des déplacements à pied est plus importante. Ça, c'est pour la première. La deuxième, oui, effectivement, on suit la manière dont évoluent les comportements de mobilité des populations. Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, tous les jours, Alain, il compte ses voyageurs dans ses bus, ses tramways et ses busways, et on a des statistiques annuelles, précises, fiables, qui permettent de savoir de combien augmente chaque année le nombre d'usagers par ligne et par origine-destination sur son réseau. De même, on a des compteurs voitures qui permettent de savoir précisément tous les jours combien de voitures passent et comment ça évolue. D'ailleurs, on a vu, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est comme ça qu'on peut dire que quand les deux ponts Sangor et Tabarly ont été créés, on a vu se reporter le trafic voiture. C'est que les gens ont quitté les ponts qui étaient un petit peu plus à l'ouest pour venir chercher cela. Parce qu'ils y ont trouvé un intérêt, parce que ça raccourcissait leur déplacement. Et tant mieux, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et puis on fait de temps en temps des grandes enquêtes. Il y en a une actuellement qui est en cours. Peut-être que certains ici ont été interviewés, où vous avez des bureaux d'enquête qui téléphonent aux gens dans leur famille et qui demandent à tous les membres de la famille qu'est-ce qu'ils ont fait la veille comme type de déplacement. Quel motif? Quel mode ils ont utilisé? Comment ils les ont combinés? Parce que souvent il y a des combinaisons de modes.
Et donc, c'est à partir de ces enquêtes-là qu'on fait tous les 10 ans, qu'on regarde les grandes tendances d'évolution. Aujourd'hui, on a une vue intermédiaire qui nous permet de dire que par rapport aux objectifs que les élus se sont fixés en 2010 pour 2030, arrivé à peu près à 2015, on est à peu près dans la tendance. Donc nos prévisions ne sont pas trop fausses. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les courbes d'évolution des modes alternatifs à la voiture, ce n'est pas une droite, ça démarrait un peu lentement et puis ça accélère après. L'importance du changement est à venir. Et ça, c'est un challenge. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que c'est susceptible de remettre en cause le nombre de franchissements? Enfin, sans doute, vous n'avez pas la réponse là. Je vais vous donner mon intuition de technicien, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, ni plus ni moins. Moi, je pense que l'ambition que les élus se sont donnée, c'est l'objectif maximal qu'on puisse obtenir en termes de déplacement à pied, à vélo, surtout, et en transport en commun. Et donc, le chiffre qu'on affiche là, c'est le maximum de ce qu'on peut avoir à pied, en vélo, en transport en commun, et c'est le minimum qu'on peut avoir en voiture. Donc si ça ne se passe pas exactement comme ça, je pense que la probabilité est plus forte qu'il y ait plutôt plus de voitures et un peu moins de vélos que l'inverse. Et alors dans la prospective, là aussi, beaucoup de questions sur Internet par rapport à ça, ou de contributions. Comment est pris en compte le ferroviaire, notamment dans les liaisons nord-sud? Le ferroviaire a à la fois beaucoup et pas beaucoup d'importance. Ça mérite un petit temps d'explication. Pourquoi ça a beaucoup d'importance? Parce que le ferroviaire, c'est ce qui garantit d'abord l'accessibilité à la métropole pour des gens qui viennent de très loin, du national, du régional, du départemental. Et que c'est le seul moyen crédible alternatif à la voiture pour des déplacements rapides. Bien. Premier objet. En ce sens-là, il est important. Parce que plus le ferroviaire est efficace, disponible et offre des capacités, plus pour des déplacements qui sont plutôt dédiés à la voiture, on peut prendre sur cette voiture et donc valoriser ces modes alternatifs qu'est le ferroviaire. Deuxième élément, le ferroviaire, c'est le seul moyen pour se déplacer rapidement, aujourd'hui, et j'espère encore plus demain, d'un quartier de l'agglomération à l'autre quartier de l'agglomération, parce que même le tramway, qui est pourtant efficace, vu qu'il s'arrête quand même toutes les 5 ou 600 mètres, on sait très bien, quand on va d'Aluchère jusqu'à François Mitterrand, voire plus loin parce qu'on a un bus à prendre derrière, les déplacements sont très longs. Et on peut espérer demain qu'avec la région, nous soyons en situation de développer une offre un peu à la façon d'un RER parisien à l'échelle de l'agglomération, toute proportion gardée, mais qu'on puisse faire du ferroviaire un moyen de traiter les déplacements moyenne distance dans l'agglomération sans être obligé de prendre sa voiture. Donc, en cela, le ferroviaire est important. Mais il n'est pas que important, il est parfois pas important quand on le regarde sous un autre angle. C'est aujourd'hui le nombre de déplacements en train à l'intérieur de l'agglomération nantaise, c'est 4000 par jour. Et Alain en transporte 500 000 par jour dans les transports en commun. Et Laurent nous évoquait qu'il y en avait 2 100 000 déplacements tous modes confondus dans l'agglomération. Le poids du ferroviaire, c'est 5 000 aujourd'hui sur 2 100 000. C'est une goutte d'eau dans un océan de déplacement. Alors, à nous de faire en sorte que la goutte d'eau, plus la goutte d'eau, plus la goutte d'eau, ça fasse plus, mais on ne peut pas faire un pari miraculeux sur le ferroviaire considérant qu'il serait la solution au problème. Il peut être une des solutions au problème, il peut être une des contributions, et il faudra la jouer, mais il ne pourra pas être à lui seul la réponse à la question. En même temps, on sait qu'en matière de transport, c'est l'offre qui crée la demande. Mais on ne va pas développer plus. Et même si demain on double le ferroviaire, ou qu'on le triple, ou qu'on le quadruple, ce qui est déjà une belle ambition et ce qui mobilise beaucoup d'argent public, nous serons de 4 à 16 000 sur 2 500 000. C'est ça que je veux dire. Encore une question pour moi. Comment est-ce que vous prenez, si vous le prenez en compte, le transport fluvial ? Alors, je ne vais surtout pas dévoiler tout ce que Alain va vous raconter juste après, parce que ça serait lui enlever quand même son thème. Mais le fluvial est un sujet à prendre sous différents angles. Vous avez vu que dans le passé, les élus ont souhaité faire un certain nombre d'expérimentations. Certains se traduisent par des fonctions de passeurs. C'est ce qu'on connaît d'ailleurs aujourd'hui entre Trentemou et Gare-Maritime. C'est ce qu'on connaît sur l'Erdre, également pour traverser de Port-Boyer à l'université. Et puis,
on a eu aussi l'occasion de tester non pas des fonctions passeurs, mais des fonctions plutôt navettes. Ce qu'on observe, c'est que la fonction passeur marche bien. Elle répond à une réelle demande. D'abord parce que souvent, elle offre une alternative qui n'existe pas par ailleurs, quels que soient les modes. Et c'est le cas. Quelqu'un qui vient du sud-ouest et qui veut aller vers le centre, clairement, aujourd'hui, l'alternative est intéressante. Puis en plus, pour le prix d'un ticket dont je pense qu'il est modique, malgré tout, dans l'agglomération, eh bien, on fait une croisière chaque matin et chaque soir. C'est le côté sympaphone qui fait aussi que ça plaît. Par contre, quand on est sur des linéaires, on l'a vu sur l'Erdre quand on l'a fait, la navette qui reliait la gare à l'université. D'abord, quand on enlevait tous les touristes, il y avait déjà beaucoup moins de monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des offres concurrentes complémentaires qui existent, c'est le cas du tramway notamment. Et donc, du coup, là, on a vu que notre capacité à offrir une offre alternative intéressante, sachant que la vitesse sur le plan d'eau, elle est contrainte et limitée, n'est pas simple. Donc le déplacement par voie d'eau des voyageurs doit être un élément qui doit être regardé comme un élément complémentaire, là aussi, qu'il nous faut développer, je n'anticipe pas, qui prend toute sa place. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 voyageurs jour qui font la traversée entre 30 mots gares maritimes 2000. Alors, je ne veux pas refaire le même raisonnement que le ferroviaire de tout à l'heure, mais on a 2 100 000 et 2000. Donc, c'est important. L'offre peut créer la demande aussi, je suis d'accord. Certainement dans des fonctions de passeurs. Après, il y a une autre dimension, je pense d'ailleurs, sans doute, sur laquelle je sais qu'il y a des entreprises qui y travaillent actuellement, c'est la partie découverte touristique de la ville par son fleuve, sur lequel on n'a pas une offre très importante aujourd'hui, et sur lequel je pense qu'il y a une vraie attente de demain, qui est aussi un complément à la question. Alors, dernière question, puis après on va arrêter, on fera une petite pause, mais dernière question, est-ce qu'on peut évaluer l'impact du CHU sur le nombre de franchissements, nord-sud, sud-nord ? Oui, ça, on a fait un travail assez précis avec l'ensemble des équipes du CHU, notamment, et aujourd'hui, on pense estimer à peu près à 31 000 déplacements jour, les déplacements liés au CHU de demain. Ces 31 000 se répartissent à peu près de la manière suivante. Vous en avez une petite moitié qui correspondent au déplacement des personnels du CHU. Un aller le matin, un retour le soir, grosso modo. Le reste vient ou de la patientèle elle-même, c'est-à-dire les gens qui, pour des soins à la journée, et vous savez que demain, dans les hôpitaux de demain, c'est ce qui est visé, c'est plutôt les soins à la journée ou les visites chez les spécialistes, plus ceux qui viennent en visite de leurs familles ou de leurs amis qui sont alités à l'hôpital, eh bien, ça représente à peu près un peu plus que la moitié. 31 000 déplacements jour. À peu près, c'est l'ordre de grandeur. Si vous les ramenez aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure, ça vous donne à peu près un ordre de proportion. Sachant que dans les déplacements des personnels, parce que vous savez que les personnels du CHU fonctionnent en 3-8, donc beaucoup des déplacements sont dans des horaires décalés, pour ce qui est du personnel, donc en dehors des heures qui sont les heures de congestion ou de pointe, comme on les appelle. Et puis par contre, pour ce qui est au contraire des visiteurs, de la patientèle, là on peut retrouver davantage on est plutôt dans les heures de la journée, c'est du 8h, 9h d'un côté, et puis 17h, 18h le soir, c'est dans cette fourchette-là que ça se situe.